Oscar. Sur l'ATM, ça enregistre. Je suis chaud un peu de... Sur la mixette, ça enregistre. Quentin, sur ton caméscope, ça enregistre. Sur les autres boîtiers du studio, ça enregistre. Merci, c'est vraiment sympa. Louis, Max. Oui. Je suis très heureux que vous soyez mes premiers invités. Moi aussi, je suis très heureux. Moi, je suis très content aussi. Pour la première édition de ce podcast, je suis très heureux d'être accompagné par celui qui signe la production de toutes mes vidéos depuis plus d'1 an maintenant, un touche-à-tout des médias, créatif qui meurt s'il rappelle pas toutes les 2 secondes qu'il a fait Sciences Po, animateur radio, producteur de séries sur YouTube et du récent podcast 2023. Il signe également la réalisation et la production de mon tout premier grand reportage, L'autre guerre en Ukraine. Bonjour à toi, Max Olon. J'ai fait Sciences Po. Et pour en parler avec nous, le plus beau moustachu qu'Instagram ait connu, malgré sa belle gueule, il a décidé de rester derrière les caméras, le chef opérateur de ce documentaire, derrière aussi les images les plus dingues de SCH, Nike, Ubisoft et le GP Explorer, Trouver l'intrus. Bonjour à toi Louis Blin. Bonjour Gaspard. Le tout animé par votre humble mais pas moins névrosé serviteur Gaspard G. Ah oui, et PS, on revient d'Ukraine. Ça te va ce que j'ai dit? Bien sûr. En fait, GP Explorer, après SCH, Nike, Ubisoft, qui sont des refs un peu plus urbaines, je trouve que ça marche du coup. Ça veut dire que t'as vu Lucas? Ouais. Tu connais Lucas? J'ai un peu. Et on est d'accord, c'est pas un truc grave de tocard de l'industrie de faire tu connais Lucas? Ouais. Et t'as pas besoin de dire genre tu connais. Ouais, on sait de qui on parle. Tu connais Hugo? Tu connais Julien? Tu connais Julien? Le S. Tu connais le J? C'est marrant parce que j'ai un pote qui m'a raconté il y a pas longtemps qu'il avait fait un date avec une meuf comme ça, qui faisait que lui dire en mode je connais très très bien Pierre, genre Pierre Ninet, et des mecs en mode et en fait c'était un peu pas ouf. T'as fait un date avec une meuf, ça que dit? Non, je connais un pote qui a fait ça. Ah ok, pardon. Et d'ailleurs, il était tellement en détresse, il m'a texté, il m'a dit s'il te plaît, appelle-moi, prétexte qu'il y a un problème, une urgence. D'accord. Et du coup, je l'ai fait. Et ce pote, c'était Gaspard G. Ah bâtard, je suis en train de Ah bâtard. Tu savais pas que c'était toi? Le choc mental. Bonjour à vous. Vous écoutez PS, mon nouveau podcast. Alors certains ont peut-être suivi Absurde et Acerbe, d'autres ont peut-être écouté Le Point G. D'aucuns ont peut-être même écouté nos petites histoires. Ça vous parle? Non plus. Moi, le tout me parle. C'est pas vrai. Bah si, c'est bien sûr que c'est vrai. Frérot. Toi, rien ne te parle? Non. Enfin, Le Point G, je savais que ça existait, mais je savais pas que c'était toi. Avec il y a des gens? Moi, je sais, mais... Bah, tu peux y aller. Guillaume Bénèche? Oui, Guillaume Bénèche. Absurde. Ah oui, d'accord. Absurde et Acerbe avec Grégoire. Bien sûr. Grégoire Maillard. Grégoire. Je suis un blairable. C'est un blairable ce que je fais. Vous connaissez les différentes manières de faire un cœur? Oui. Ça? Ouais, ça je connais. Ça non, je connaissais pas. Ça? C'est un direct à mal au bide. Ah oui, ça c'est marrant. Comment je souffre? Pardon. Ça on dirait un truc de Mr V. La bite. Ok. Allez, bonjour à vous. Vous écoutez PS. Je suis très fier, mais surtout très très heureux de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous. Ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça fait des... 1 an. Oh là, peut-être même plus en vrai. Ouais. En vrai, au moins facile 1 an. Ça fait au moins 1 an et là c'est la première fois. Bon, on a fait des tests, faut bien le dire. Plus d'1. Oula, oui. Et d'ailleurs, on a eu d'autres invités. Donc bonjour à eux s'ils passent par là. Merci d'être venu. Louis, tu n'es pas notre première fois. Ah ok. Mais c'est pas grave puisque tu es le plus beau de nos invités depuis le départ. C'est vrai. Et le plus intelligent. Et le Non, meilleur ça, chef opérateur. Oui, ça c'est Après, vrai. il y a Mais peut-être pas tu eu es le seul. chef Non, opérateur. tu es vraiment le premier. Un rendez-vous qui aura lieu plutôt pour la rentrée 2023. Mais pour vous donner un petit avant-goût, je me suis dit que ce serait pas mal d'en sortir un avant l'été. Du coup, c'est ce qu'on fait. Il fait déjà très chaud dans ce studio. Oui, j'allais dire c'est déjà un peu l'été quand même. Oui, je sais pas qu'est-ce que je fous en pull. J'étais d'humeur florale. Très bien. Alors, comment s'appelle ce podcast, Louis? PS. PS. On a un néon. Ah, je crois que c'était un lémurien. Non, on dirait une créature dans Star Wars. Arrête, putain, tout le monde me dit ça. C'est pas vrai. C'est un néon chinois que j'ai acheté pour l'émission. PS, c'est ce qu'il y a à la fin des lettres ou des mails ou ça n'a rien à voir? Exactement, Louis Blanc. Tu me donnes une parfaite raison pour pouvoir expliquer un petit peu à nos chers abonnés ce concept. Mes chers abonnés. Mes chers abonnés. Mes chers abonnés. En fait, on va parler du Parti Socialiste pendant à peu près 1h30. Cool. Et c'est pour ça que ça s'appelle PS. C'est exactement pas pour ça. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, dans le Wiktionnaire précisément, et le Wiktionnaire nous dit PS vient de post-scriptum, du latin, ce qui vient après l'écrit, ce qui vient après l'écrit PS. Alors en effet, ma chaîne principale Gaspard G est super scriptée avec des formats comme l'histoire 2, comme
L'histoire 2. comme Ce qui s'est passé en 2023. Pov, t'es dans ma vie en rencontrant mes abonnés Les gens. depuis le départ. Vraiment, c'est c'est l'histoire 2, c'est tout. Ah ouais. Il y a rien eu avant. Ah putain. C'est hyper ingrat parfois une carrière comme ça parce que je pense que tu peux. Enfin, vraiment, moi, ça fait 10 ans que je fais des trucs sur YouTube. Et ouais. On ne me parle que Ben- de l'histoire 2. Le Wiktionnaire nous dit PS vient de post-scriptum du latin, ce qui vient Après, l'écrit. En effet, ma chaîne principale Gaspard G est super scriptée avec des formats comme. l'histoire 2. Ce qu'il s'est passé dans ce mois-ci. Comme La vérité sur Tinder, notamment. qui ne s'appelle pas d'ailleurs la vérité sur Tinder du On tout. devait faire 4 enquêtes cette année, on en a fait 2, et on va en parler tout de suite. d'une ce soir. Ouais. Puisqu'on va parler de ce grand reportage en Ukraine. Oui. J'avais très envie de vous proposer cette deuxième chaîne, Gaspard G 2, c'est comme ça que j'ai Ah, appelé c'est ma chaîne. original. Oui, c'est très C'est original. c'est bien trouvé. J'aurais pu l'appeler Gaspard 2. ou Gaspard G3, Gas 2. Oh, je sais pas. Gaspard GPT 4. ou l'autre Gaspard G. J'avais réfléchi à l'autre Ah, c'est Gaspard G. intéressant aussi, Ou l'autre Gaspard. Gaspard G Unscripted. C'est Personne long, sait ce que c'est ça un veut peu dire. long ça. Mais ouais, mais en tout cas, Unscripted, c'est un petit peu l'ambition de ce truc-là. Une chaîne justement où je serais sans script, Unscripted versus Scripted. C'est-à-dire donc une chaîne YouTube sur Gaspard G, c'est une chaîne justement pour. Le mec nous dit qu'il va faire un truc sans script et en fait depuis tout à l'heure il est en train Incapable de de le lire faire. un Je veux être- script. je veux être sûr. Non mais attends. Je veux être sûr que ce soit très bien expliqué pour. Oui, nos tu as abonnés. raison. Après. Allez. Alors, aujourd'hui, sur la première chaîne, je fais des vidéos de 30 minutes hyper scriptées avec une analyse, des journalistes qui bossent dessus, etc. etc. Et là, l'ambition, c'était d'avoir un autre format, une autre chaîne, un endroit où je peux un peu drifter, déraper, être un peu plus moi-même aussi. Ouais. Pas simplement être un incarnant sous script, etc., sous ODL, machin. Être un peu moins scripté finalement. Un petit peu. C'est pour ça que cette chaîne aurait pu s'appeler Gaspard G. Unscripted. Voilà, mais ça s'appelle Gaspard G2. Et j'avais vraiment envie d'avoir cet espace pour avoir des conversations, faire des interviews, même des réactions. Je sais pas, on verra un petit peu ce que l'avenir nous réserve dans ce truc-là. Et ça se passera ici, dans ce décor. Ce décor, et je veux tout de suite faire un petit shout-out à la personne qui m'a aidé à préparer ce décor, Oscar, qui est derrière les caméras. Et on peut filmer un peu. Il y a Quentin aussi qui est avec nous. Tu peux filmer un petit peu le décor. Voilà, on est vraiment Dans la cuisine. dans ma cuisine. On est dans le 11e arrondissement. J'avais envie de faire ça chez moi. J'ai envie de faire ça À la maison, à domicile. ouais, à la maison, à domicile. J'en avais marre un peu des studios stériles. C'est parce que vous êtes pas. Quentin, dans- il fait un parce petit que- plan. J'ai l'impression que c'est un peu les plans de Télématin. Tu sais? Tu te souviens des plans de régie, genre sur les lancements pub? On est des fous des médias. T'es un fou de médias ou pas? Non, pas trop. Merci le d'avoir mauvais été- client. T'es ouf! Le mec, il a décidé de pas du tout participer aux impôts. Alors, ton séjour en Ukraine, bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais c'est ça. Ouais. On peut parler d'autre chose ou pas? PS, alors je suis allé chercher dans le Larousse ce qu'on n'a pas eu le temps d'écrire ou de se dire. Et ça tombe bien parce que c'est totalement l'ambition de ce podcast, la promesse de ce podcast. Toutes les conversations manquées, c'est celles qu'on va avoir aujourd'hui. Bienvenue dans ce premier épisode de PS. Pourquoi j'ai été aussi solennel? Il y a une intro et tout, J'avais il y a un envie de- générique. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a un générique? J'en sais rien, je sais pas. Et je disais, du coup, pour ce premier épisode, je suis très content d'être entouré de vous deux, les amis. Pourquoi vous êtes là? Parce qu'on est partis ensemble en Ukraine. Sur le CV, vous êtes quoi? En quelques mots? On va dire producteur. C'était pas décidé comme ça d'ailleurs, mais on a, Non, mais au final, on de a facto. co-signé le documentaire Ouais, c'est vrai. ensemble dans sa globalité. Louis est vraiment, a vraiment été sur la direction d'image. Ouais. On a aussi, il faut la saluer parce que, Oui. après, je sens qu'on va l'oublier, Léa Boukobza qui a travaillé comme Malade. une malade sur ce documentaire. La qui était, journaliste, rédactrice en chef. ma rédactrice en chef sur ce projet. Donc merci Léa. On fait un petit coucou à Léa. Sur quelle caméra? Je sais pas. Celle-là. Le large est là. Et Louis, en plus de bien parler espagnol, t'es chef opérateur sur le projet. Ouais. Tu veux que je développe ce que ça veut dire? Bah, je pense. Ouais. Moi, je Tu sais savais pas ce que ça voulait dire, chef Non, opérateur je avant de sais toujours bosser pas. en- C'est quoi? Alors moi j'étais chef opérateur sur le projet. Un chef opérateur, son travail c'est de mettre en image les idées d'un réal ou d'une production en fait dans l'exemple de l'Ukraine. Et l'idée là c'était d'être sur place et de prendre des images réelles pour ensuite en faire un montage qui raconte une histoire. C'est vrai. Et cette histoire, c'est d'ailleurs toi qui l'as créée ensuite en post-prod Ouais, avec Léa. avec Léa. Mais en effet, quand on est rentré de Kiev et d'Ukraine, on s'est posé, on a regardé tous les rushs. On avait évidemment écrit un script en amont, mais forcément, il y a une réorganisation qu'il faut construire. Éditorialement, il faut
réarranger les choses, insérer les interviews qu'on a pu faire qui n'étaient pas prévues. Et puis aussi, on s'est laissé surprendre par plein d'événements sur place, on va en parler. Et il fallait aussi savoir comment les caler dans le documentaire. Donc, il y a eu un gros travail de réécriture derrière. En post-prod. Et du coup, c'est vrai que les gens peuvent peut-être se demander, mais du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait dans ce docu ? Déjà, il y a un premier truc qui est un peu évident, c'est que je suis l'incarnant de ce truc-là. Voilà. De toute façon, c'est toi qui présente, c'est toi qui anime, on peut dire ça comme ça. C'est toi qui incarne, qui vit le documentaire. Donc, on le voit à travers tes yeux, à travers ton ressenti. Nous, on apparaît un peu, mais c'est plutôt des personnages secondaires, comme on dirait. Tu as quand même donné toutes les intentions de réalisation. Et puis, en fait, t'es la locomotive et nous on est dans ton train derrière et on t'aide à faire avancer la locomotive. C'est ça qui. C'est exactement ce que je pensais. Non, ça. Et comme t'incarnes, en fait, c'est un travail d'équipe, mais sur place, t'as un travail de trio de. Moi, je filme tout, Max lead, et toi, t'incarnes le truc, donc c'est un ping-pong. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui fonctionne. Et en fait, c'est important d'expliquer ça aux gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas le. Moi, je passe beaucoup de temps en tournage ou en pré-prod ou en check de post-prod. C'est-à-dire, pré-prod, c'est des réunions de préparation sur le projet. Je nomme un prod, je ne produis pas du tout mes vidéos. Je m'occupe assez rarement du budget. Toi, c'est toi qui as tout supervisé là-dessus. J'essaie de trouver un sponsor éventuellement en faisant du lien avec mon agent Vlad, qu'on salue, qui nous a trouvé un sponsor, qui a décidé de nous suivre. Et heureusement, parce que ça coûte Vlad des thunes, et on vous en parlera. Mais voilà, et c'est ce qui permet de payer les salaires sur le terrain et de faire en sorte que tout ça soit une aventure viable. Et à la fois, c'est pas la seule aventure de mon année, quoi. C'est-à-dire que je continue de publier une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 2 semaines sur la chaîne. Et évidemment, je pourrais pas leader ces projets seul. Et c'est pour ça que Max est là, c'est pour ça que Louis est là, et que Léa est là, et que Arthur est là au montage, etc., voilà. etc. Moi, c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime faire dans la vie, c'est aller voir des gens que j'aime ou des gens que j'admire, ou parfois les deux. Et en l'occurrence, c'est votre cas. Je vous admire et je vous aime. Parce que vous êtes mes amis, et en plus de ça, j'ai le bonheur de travailler avec vous. Oui. Et j'aimerais démarrer par le commencement, c'est-à-dire comment tout ça s'est fait, pourquoi, comment on est parti en Ukraine. Peut-être je vais commencer en expliquant la partie Clément Beaune. Peut-être rappelons qui est Clément Beaune. Oui, on peut rappeler qui est Clément Beaune. Bon. Louis, tu as découvert Clément Beaune pendant le voyage. Tu n'étais pas un foot politique à la base. Non, moi je suis pas un foot politique, mais je sais que c'était le ministre délégué au transport, non ? Waouh. Franchement, d'avoir placé le délégué, c'est vraiment très fort. C'est le truc, bonjour Jean Massier. Merci d'avoir été avec nous. Dans le monde des médias et de la politique, tout le monde se connaît un peu. C'est pas un mystère. C'est-à-dire que je connais des gens qui sont en politique, je connais des journalistes, je connais des élus du gouvernement, je connais des gens dans l'opposition. Et pour tout vous dire, j'ai des copains dans tous ces milieux-là. J'ai des copains qui sont élus, j'ai des copains qui sont conseillers au gouvernement, j'ai des copains qui sont dans l'opposition, j'ai des copains qui sont pour Mélenchon, des copains qui sont pour Éric Ciotti, des copains qui ont fait campagne avec Emmanuel Macron et qui aujourd'hui ont des places dans le gouvernement. Et il m'a été donné à plusieurs reprises de rencontrer Clément Beaune, qui est un jeune ministre, il a 40 ans. On peut être très critique vis-à-vis de sa politique, et je préfère le dire tout de suite, c'est-à-dire que je suis loin d'être d'accord avec tout ce qui est mené en matière de transport. Clément Beaune, si vous nous écoutez... Interdisez les jets. Interdisez les jets. D'un autre côté, ceci étant dit, c'est un élu qui a compris assez vite que cette nouvelle forme de journalisme qui se fait sur les réseaux sociaux doit aussi pouvoir être montrée, et on doit pouvoir avoir les mêmes accès que des journalistes de France Info, du service public, des groupes du privé, etc. Et quand un ministre, un élu ou un représentant de la nation est en déplacement, il y a ce qu'on appelle une délégation. Je ne fais pas monopoliser la parole. Est-ce que peut-être Max, toi qui as un peu la casquette Sciences Po, parce que ça fait vraiment 5 minutes qu'on l'a pas dit, est-ce que tu peux nous expliquer mettre un timer en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi une délégation ? Être dans une délégation lors d'un déplacement d'un homme ou d'une femme politique, il y a souvent le ministre, ses équipes, c'est-à-dire les conseillers qui forment son cabinet. Et puis, évidemment, un ministre, il a envie de faire connaître ses actions, de parler de ce qu'il fait, de parler de son travail, etc. Donc, il fait souvent appel à des journalistes pour ça. Alors, quand c'est des petits déplacements paumés au fin fond de je sais pas où, il galère un peu plus à ramener des journalistes. Mais quand ça va être des gros déplacements à l'international ou sur des thématiques vraiment importantes, les gens se battent pour avoir les places. Il faut accréditer des journalistes pour être présents en première loge des grands sujets du monde.
Des journalistes qui sont du service public, mais pas que. Ça peut être aussi des journalistes de Mediapart, de Blast, etc., etc., etc. Donc là, par exemple, on était avec Paul, qui est chez France Info, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et il y avait un journaliste du Monde Ouais. également. Donc on était 3 journalistes au total à rejoindre cette délégation. Et tout ça s'est fait à partir d'un texto. Je peux d'ailleurs lire le texto. Texto reçu le 10 avril, lundi 10 avril. C'était un jour férié, je crois, parce que j'étais en terrasse avec Milena, que j'embrasse, qui est une de mes meilleures potes. Et elle me voit un peu me décomposer en lisant un texto. Voilà le texto. Bonjour Gaspard, à la fin du mois, je partirai en Ukraine pour un déplacement à Kiev et à Odessa. Je serais ravi de vous ouvrir les coulisses si vous étiez intéressé pour un reportage de fond. Si ça vous dit, parlons-en à votre convenance et vous pourrez rejoindre la délégation. Bien à vous, Clément. C'est important de dire aussi que le déplacement est entièrement à nos frais. Que ça m'a coûté, en vrai je peux dire, le reportage au total, tout frais compris, so far on est plutôt sur une enveloppe de 16-18 000 euros, quelque chose comme ça. Ce n'est absolument pas payé par le gouvernement. Et évidemment, du coup, il n'y a aucune relecture, etc. On est libre de produire ce qu'on veut. On nous ouvre des portes. Et là, en l'occurrence, en Ukraine, mais c'est aussi le cas dans d'autres zones de guerre, on nous permet d'avoir une sécurité. En l'occurrence, c'était le GIGN qui était avec nous, particulièrement sur la partie d'Odessa, où c'était particulièrement chaud. Et on va en reparler. Je reçois ce texto le lundi 10 avril. Et assez vite, on me dit, en fait, le départ est prévu la semaine prochaine. Une semaine pour monter un déplacement, trouver un angle, trouver des fixeurs quand même sur place si jamais on veut fonctionner en 2 équipes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. On a décidé de faire une équipe A. Moi qui suis dans un premier temps la délégation et qui vais à Odessa, la zone chaude, où les places étaient particulièrement limitées et on ne pouvait pas partir à 3 dans la délégation. Où j'ai voyagé en voiture blindée, on était constamment baqué par le GIGN et j'en reparlerai peut-être un peu plus en détail. Et une équipe B, vous deux, qui arriverait un petit peu avant pour pouvoir tourner des images et maximiser en fait la production d'images faites sur place. À Kiev. À Kiev. Exactement. Et donc pour ce faire, à qui j'en parle le premier ? Est-ce que j'en parle d'abord à toi ou d'abord à toi ? Je pense que c'est d'abord à toi que j'en parle. Crois que tu m'as appelé. Mais je me souviens plus. Je me souviens exactement de la manière dont je te l'ai annoncé parce que j'avais un peu travaillé le truc. Ouais, c'était le lendemain. On en a parlé le lendemain. On en a parlé le lendemain, le mardi. Et toi, je t'en ai parlé direct. 1 heure après. Ouais. 1 heure après, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Parce qu'il y a aussi cette partie-là en moi qui me dit, est-ce qu'il faut y aller ou pas ? Et en fait, très rapidement, ça devient absolument évident qu'il faut saisir l'opportunité. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un reportage en Ukraine. Et là, on nous ouvrait des portes pour pouvoir filmer la situation de près dans des zones qui étaient particulièrement à risque. C'était une opportunité de malade. Comment je t'en ai parlé ? Tu m'as appelé, tu l'as dit, c'était un week-end férié, donc moi j'étais en vacances au Portugal et j'étais sur la plage, je crois, et je reçois un appel. T'étais pas bourré en fait ? Je crois que j'étais un peu bourré. Je crois que j'étais un peu bourré. Et tu m'appelles et tu me dis, bon voilà, il y a cette opportunité en Ukraine, j'ai envie de partir. Est-ce que tu es chaud de venir avec moi ? Je veux qu'on y aille à plusieurs. Et moi, je t'ai dit oui tout de suite. Enfin, vraiment. Quasiment. J'ai pas du tout hésité parce que je sais pas, ça m'excitait beaucoup. C'est bizarre à dire, mais j'avais envie de me confronter à ça. Et tout de suite, j'ai embarqué. Dès le lendemain, de toute façon, je rentrais à Paris et on a commencé à travailler là-dessus. Et donc toi, Louis, la manière dont je te l'ai dit... On s'est retrouvés le lendemain, un mardi, je crois, mardi soir, mardi fin d'après-midi à République. Tu m'avais appelé la veille, mais on n'avait pas du tout discuté. Comment j'ai provoqué ce truc-là ? Je t'ai dit, t'es chaud de prendre une bière ? Je veux te parler d'un projet urgent ? Ouais, ça devait être un truc comme ça. Parce que mais je voulais te le dire en face, en fait. J'avais aucune info de ce que ça allait être. Et oui, en fait, très vite, on vient au sujet. On est dans un bar à République. Et je t'ai dit quand même, je me souviens de t'avoir dit, je vais te faire une proposition qui est pas banale. Ouais, voilà, c'était ça. C'était un truc, c'est absolument pas banal. Pour personne, je pense que c'est banal. Donc ouais, tu m'as présenté le truc comme ça. Et ce qui était stressant, c'était surtout le temps de prépa qu'on avait avant de partir. Parce que je me souviens qu'il fallait être assez réactif dans les réponses. Moi, j'ai dû bousculer tout mon agenda pour pouvoir partir, sachant que tu m'avais bien précisé qu'à tout moment, ça pouvait sauter. Ouais. S'il y avait une attaque ou il y avait un problème militaire.
Ouais, jusqu'au dernier sur moment, place. on n'était pas sûr de pouvoir partir en fait. On n'était pas du tout sûr de pouvoir partir jusqu'au dernier moment. Et d'ailleurs, le port d'Odessa a pété 2 jours avant qu'on parte, Ouais. mais en fait, tout était déjà fait, donc il fallait qu'on parte, quoi. Mm. Mais ouais, c'était assez marrant. Comment vous avez réagi? Toi, t'as pas dit oui tout de suite, si je peux me permettre. Moi, ça me chauffait direct. Je me suis dit, vas-y, let's go, j'y vais et tout. Et puis après, j'ai un peu plus cogité. J'ai revu mon emploi du temps. Je me suis dit, ok, que ça arrivait vite. Donc moi, il fallait que je décide. Sauf que je suis plutôt calme et chill dans la vie en France ou en pays de paix. Mais là, c'est vrai que en cogitant un peu, je me suis dit, mais attends, j'ai quand même ça qui n'est pas sûr. Est-ce que je prends le risque de le faire? En même temps, je me disais, j'ai l'âge, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe de mes propres yeux. Pour moi, personnellement, me dire que j'étais capable de le faire et de l'avoir fait. Et puis surtout, me rendre aussi utile à travers une prise de vue différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais sur le coup, je m'étais dit, vas-y, j'y vais. Et puis ensuite, je me souviens qu'avec Max, des fois, on passait 1 heure au tel les derniers jours avant de partir le soir parce que ça, c'était pas sûr. En plus, moi, sans rentrer dans les détails, j'étais parti en tournage. En fait, on est parti un jeudi. Mais moi, réellement, j'étais dans le mood de l'Ukraine très vite parce que j'étais pas en France du tout les jours d'avant. Donc, il fallait que je sois décidé très vite sur ma décision parce que quand je partais, il fallait que tout soit anticipé. Oui, c'est vrai qu'en fait, je t'ai demandé quasiment de prendre une décision en 48 heures, quoi. Ouais. Enfin, C'est ça, c'était une question de 48 heures. Mais t'as dit un truc qui est hyper intéressant et qui, moi, a beaucoup résonné dans mon choix. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris cette décision assez vite, sans en informer mes parents. Après, on en parlera de ça. Mais ça a été de dire, putain, pendant des années, on me challenge sur le fait, est-ce que tu es journaliste ou pas? Et la réponse est, I don't know. Je sais toujours pas. En tout cas, j'avais envie de faire taire. En tout cas, je délivre du contenu d'information. J'informe. Bientôt, on touche du bois à 600 000 personnes. Donc, en vrai, trop cool. Mais j'en ai marre qu'on puisse me dire, putain, le mec va jamais à la source. Le mec est dans le studio, il repackage de l'information. J'avais envie d'être à la source d'un truc. Et d'ailleurs, c'est notre volonté de produire des grandes enquêtes, etc., avec Max depuis un moment. Et le fait de pouvoir être sur place, le fait de pouvoir aller au cœur de l'actualité, au cœur de l'information et se rendre utile d'une manière ou d'une autre, participer à cet effort de vraie information dans cet océan de désinformation. Et si vous avez vu le reportage, vous voyez de quoi on parle. C'était hyper important. J'ai proposé à mes abonnés de poser des questions, de nous poser des questions. Alors vous allez voir, je les ai écoutées un petit peu avant. Ça commence par bonjour Gaspard, mais évidemment, elle s'adresse à tous les trois. Parce que j'ai pas voulu trop spoiler la dynamique podcast. J'ai juste dit, si vous avez des questions sur l'Ukraine, posez-les sur mon compte Instagram, Gaspard_G. Allez follow, c'est tout simple. Pardon. Et voilà donc ce que veulent nous dire les abonnés. Salut Gaspard, moi ma question pour toi concernant ton voyage en Ukraine est tout simple et tout bête. C'est comment tu as pu te rendre là-bas et comment tu as géré sur place toute la logistique pour dormir, ta sécurité, etc. Donc voilà, merci d'avance pour la réponse et j'adore ce que tu fais. Merci. Cutie. Cutie. Et en vrai, elle te concerne davantage parce que la partie logistique, ouais, bien sûr. c'est surtout Max qui l'a géré. Et plutôt bien géré. Mais ouais, ça, on pourra en reparler aussi plus tard. Mais... Alors, comment ça s'est fait? Justement. Comment t'as préparé ce truc-là? Toi, ton transport était plus ou moins régi par la délégation. Tu étais dans une bulle, un circuit fermé, entre guillemets. Ouais. Donc, on n'avait pas à s'en occuper. La préoccupation, c'était Louis et moi, comment est-ce qu'on allait partir. Et la première chose qu'il fallait faire, c'est comment on rentre en Ukraine. Parce qu'avant, il y avait un vol Paris-Kiev qui durait 2 heures. Mais depuis l'invasion, c'est-à-dire le 24 février, il y a plus l'espace aérien ukrainien est fermé. Donc, il n'y a plus de vol. Donc, on a dû prendre un train qui est une des seules portes d'entrée en fait en Ukraine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut y aller en train et en voiture. Donc on a été d'abord en Pologne, on a pris un avion pour aller jusqu'en Pologne, puis en Pologne on a pris un train pour aller jusqu'à la frontière polonaise, et à la frontière polonaise on a pris un train pour aller à Kiev, un train de nuit qui a duré à peu près 14 heures. Évidemment, le jour où j'apprends qu'il faut qu'on parte et qu'on organise tout ça, moi j'ai aucune connaissance de comment est-ce qu'on va en Ukraine, donc j'ai eu la chance d'avoir Dana, qui est la fixeuse, donc la personne dont je parlais tout à l'heure. Et la tribu de Dana.
Ah, t'es sérieux, en plus, c'est super sérieux. Pardon. J'étais en mode quoi, attends. Et donc Dana m'a expliqué quel était le trajet le plus simple. Mais c'est vrai qu'après, ça a été une galère parce que fallait payer dans la monnaie ukrainienne. La carte passait pas, BNP bloquait tous les paiements parce qu'évidemment, tu n'étais pas censé faire un achat en Ukraine. Mais bon, par miracle, ça a terminé par fonctionner et on avait nos petits billets bien imprimés comme il fallait. Et donc, on a pris un premier avion jusqu'en Pologne. Et en Pologne, on a pris une sorte de TER jusqu'à la frontière. Et là, ça a été vraiment le moment où on est rentré. Et Louis, Là, il a ça eu cette commençait, expression. en fait. Voilà. C'était quoi l'expression? Tu as dit, on rentre dans le dark web. Ah oui. Et je trouvais que c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on sortait d'une bulle que nous, on connaît, occidentaux, européens de l'Ouest, où tout est... Puis la tout paix fonctionne aussi, bien, la paix, etc. Et là, on arrive dans un poste frontière où il y a 200, 300 femmes et enfants avec des gros sacs, des coussins qui font la queue pour rentrer. On a fait la queue pendant, je crois, au moins 1h30, 2 heures pour entrer dans le train. Enfin, vraiment, c'était une ambiance de livre d'histoire. On avait l'impression de retourner en arrière, quoi. Et c'était très vétuste. C'était un pauvre quai de gare c'est très triste. qui ressemblait à Il n'y avait rien. pas beaucoup de couleurs. Peu parler anglais, en fait, aussi. Ouais. Là, c'était Et, un vrai mood. et vraiment, des femmes, des enfants. Et je me souviens d'une femme qui avait un tote bag qui disait « Sex is good, but Putin's death is better ». Donc, c'est cool le sexe, mais la mort de Poutine, c'est encore mieux. Et en fait, ils sont tellement... Tu sentais l'atmosphère très grave, très lourde, très solennelle de ce moment-là où ces femmes et enfants, comme on partait un jeudi ou un vendredi, rentraient peut-être le week-end, voir leur famille, voir leur mari, leurs frères, leurs fils, etc. Et donc, on est monté dans ce train à 20h et on a passé la nuit ensuite pour aller à Kiev. Oui, parce qu'on en parlera ensuite, mais l'exil de la population ukrainienne vers d'autres pays européens, c'est le plus grand exil, et c'est ce qu'on apprend dans le reportage et ce qu'on dit dans le documentaire, de masse de population depuis la Seconde Guerre mondiale. Ceci étant dit, il y a quand même des allers-retours, beaucoup. Ouais. Tu l'as dit, des femmes, des enfants qui se barrent, des maris qui restent en Ukraine, et puis qui reviennent, etc. etc. Enfin, il y a 1000 histoires, autant qu'il y a d'Ukrainiens, mais c'est vrai que c'était hyper intéressant. Vous avez quand même utilisé une expression que moi, je nuancerais un petit peu. Vous avez dit, on a l'impression de remonter dans un autre temps. Et moi, j'ai trouvé que autant il y a des situations, en effet, l'insécurité liée à « putain, est-ce que je me prends une bombe sur la tête ?» les tanks, les tris militaires, les femmes et les enfants qui se prennent, les femmes et les maris qui se prennent dans les bras avant de se quitter. Tout ça, en effet, ça a des allures de Seconde Guerre mondiale, donc tu as l'impression de remonter 50 ans, 70 ans en arrière. Ceci étant dit, c'est aussi très moderne, Kiev. Mais on en parlera. Mais Kiev, ouais. C'est là, plus, vous parliez plus du de trajet. l'ambiance. Là, on parlait Vas-y. de cette ville de Przemysl qui, en fait, est très, très particulière et qui est en fait la dernière ville avant la frontière. Je vous lance un premier sound design, les amis. Ah. Tu l'as enregistré? C'est bizarre de entendre ce bruit. Je pensais que tu allais mettre un bruit classique de train. Non, c'est le train. C'est le train qu'on a pris, en fait. C'est moi le train que j'ai pris au retour, donc ça me parle aussi. C'est ça. Donc moi, je suis allé en Moldavie en avion. Enfin, je suis jusqu'en Moldavie en avion. Ensuite, j'ai pris une voiture blindée jusqu'à Odessa, qui est au sud de l'Ukraine. Et vous êtes allé d'abord... Enfin, vous êtes resté tout le temps à Kiev. Ouais. Et moi, ensuite, je vous ai rejoint à Kiev. C'est ça. Je vous parlerai d'Odessa après. D'abord, je vais me concentrer sur votre périple jusqu'à Kiev, en train, de nuit, 14 heures de voyage. Ouais. On passe la douane. Déjà, là, on se dit, c'est bon, on va enfin pouvoir rentrer dans ce train. Moi, dans mon souvenir, c'est un beau train bleu qui ressemble un peu au Pôle Express. Quand c'est on vrai. était petit, c'était assez joli finalement. Il y avait une vraie ambiance sur le quai. Et à chaque porte de train, il y avait des agents de la SNCF locale. Je connais pas le nom de la SNCF polonaise, qui avaient des longs manteaux avec des boutons en or. Ah, et c'était très, très esprit soviétique. Et là, moi, je me disais en tout cas, ok, là, on est dans le mood. Et c'est pas un On quai est dans normal. l'Est. C'est un quai où en fait, t'as des barrières partout. Tu peux pas aller ailleurs en fait. Ouais. On monte dans ce train et moi, je remarque en deuxième classe, en fait, on était tout au bout du quai, nous. On avait la chance d'être en première classe, mais dans la deuxième classe, il y avait du scotch marron sur les vitres. C'était pas du scotch blanc comme nous, on avait sur nos vitres. Et en fait, les gens allaient passer 14 heures assis parce que tu voyais en fait des compartiments où les gens étaient assis. Donc toi, t'es en double. Donc il y a 2 couchettes dans le compartiment, pour expliquer aux gens. Ouais.
Tiens, vu qu'on on a la chance d'être sur YouTube, screen de la couchette. Et dans cette couchette, t'es avec Alexandra, 75 ans ou 76 ans, je sais plus exactement, avec qui j'essaye de discuter, ou en tout cas, moi je dis bonjour, je la salue, etc. Et au bout d'un moment, je lui dis, est-ce que ça vous embête d'échanger ? Et elle commence à me parler en ukrainien, et là c'était le dialogue de sourds parce que je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait. Et heureusement, une dame d'un compartiment à côté entend que je parle anglais et qu'elle allait répondre en ukrainien. Elle vient un peu faire la traduction, mais 2 secondes, pas trop longtemps quand même. Donc j'ai eu mon ami Google Translate où j'écrivais, etc. Je faisais lire à Google Translate. On a pu communiquer comme ça. Et on a voulu essayer de négocier, d'échanger de couchettes pour que je puisse être avec Louis. Et dormir ensemble dans la même couchette. En fait, elle voulait qu'on attende le départ pour être sûr de ne pas avoir à bouger si jamais il y avait personne dans la chambre de Louis. Enfin bref, voilà. Et en fait, entre-temps, du coup, t'en apprends énormément sur elle. Parce qu'on a discuté. Ouais, en fait, le train n'est pas du tout parti à l'heure. En tout cas, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On est resté 2 heures à quai. Et en fait, il y a eu un énorme échange. Moi, je ne l'ai pas vécu comme toi, mais je sais qu'il y a eu un énorme échange entre. Et je pense que c'était, en tout cas, moi, le premier contact avec l'Ukraine que j'avais. Et avec. C'était le premier contact que moi j'avais avec l'Ukraine et avec cette partie d'Europe de l'Est très éloignée parce qu'on allait quitter l'Europe. Là, on sortait de l'Europe. Et c'était la première personne avec qui on parlait pour ce trajet ukrainien. Ouais, exactement. Et donc, j'ai pu lui poser 2-3 petites questions. Qui elle était, d'où elle venait. Donc, c'était une Ukrainienne qui était réfugiée en Pologne et qui me racontait que c'était la première fois qu'elle revenait en Ukraine depuis le début du conflit pour voir son fils qui était de permission à Kiev. Et en fait, quasi instantanément, elle avait les larmes qui coulaient. Et elle s'est mise à pleurer. Je me suis dit, merde, ça fait 30 secondes que je suis dans cette conversation. Fait pleurer des vieilles. Mais en fait, ça symbolise vraiment l'état des gens dans lequel ils étaient dans ce train-là. Il fait nuit, c'est tard, tout le monde est fatigué, a fait la queue pendant des heures. Et en fait, ils rentrent chez eux. C'est des gens qui ont été complètement déracinés et qui sont tellement pleins d'émotions. Et en même temps, elle avait un espèce de sourire, elle rigolait. Un énorme sourire, elle rigolait tout le temps. Elle était hyper joviale et positive, mais c'est vrai que dès que tu creusais un peu, il fallait évacuer parce qu'elle était trop touchée. Et des gens qui ont vécu à Kiev toute leur vie, qui n'ont pas forcément connu la guerre, etc., qui d'un coup voient tout leur monde s'écrouler. Et c'était vraiment ça, ce mood-là qu'on a retrouvé dans ce train. T'étais avec qui, toi, dans ta cabine ? Moi, quand le train part, il y a un monsieur qui s'appelle Igor, dont j'ai appris le nom bien plus tard dans la soirée. C'est pas du tout cliché. Non, pas du tout. Non, mais bon, c'est... j'étais donc avec un monsieur qui s'appelait Igor, qui était infirme, sinon il ne serait pas dans ce train. Dans mon souvenir, moi... Mais au front ? Ouais, il lui manquait des doigts et j'ai le souvenir qu'il devait avoir un problème de vision aussi. Ouais. Qui était assez sauvage au début. Je pense qu'il se demandait pourquoi il y avait 2 Français dans ce train. Jeunes en plus, parce qu'on avait croisé des journalistes américains qui ont foutu le bordel dans tout le train. C'est-à-dire en fait, franchement, ils avaient installé Netflix. Ils s'étaient mis Netflix dans leur... Moi, j'étais collé à leur cabine, mais toi aussi, je crois. Ouais. Et en fait, ils ont regardé Netflix, ils se tapaient des grosses barres, ils buvaient des bières, ils faisaient des FaceTime. Ils étaient chez eux, à la maison. Après, c'est une manière aussi de décompresser et de détraumatiser. Ça reste que c'est pas respectueux du tout pour les locaux, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a pris des bières sur place, etc. Bien sûr. Et avoir une toute petite partie de vie normale dans ce séjour extraordinaire en pleine zone de guerre, c'était aussi quelque part une manière de décompresser. Mais bon, j'avoue que nous, on a été respectueux avec les locaux. C'était très américain comme attitude de venir, de vraiment de s'installer, leurs chips, leurs machins, leurs bières. Ils rigolaient aux éclats. Je ne sais pas quelle série regarder sur Netflix, mais enfin, vraiment, c'était très américain. Ouais, vas-y, c'est bon, on est chez nous. Et voilà, mais c'était marrant. Et c'est vrai qu'ils sont un peu chez eux maintenant. Ça sera coupé. Ok. Attends, Igor. Pardon, Igor. Donc, Igor. Donc, on se fait un peu engueuler par la dame du train parce qu'on peut pas manger dans le couloir. Pas très fun. Des fois, elle passe à toute vitesse. Elle nous engueule un peu. Donc, on finit par se dire bon. C'est la meuf qu'on a eu au retour, non ? Ouais, exactement. Ouais, c'était la même. Je pense qu'elle nous a reconnus d'ailleurs. Ouais. Donc, on rentre chacun dans nos couchettes. Et là, moi, je commence un peu à parler avec Igor parce que il est là, il dort pas du tout. Moi, je dors pas, on échange un peu. Il est très sauvage au début, toujours dans ce souci aussi de vouloir... Quand je dis sauvage, c'est qu'il était très peu bavard. Je pense qu'il n'avait pas parlé anglais depuis longtemps et il n'avait pas spécialement envie de parler. Mais il n'était pas sauvage dans le sens il était agressif ou ce genre de choses. C'est pas absolument pas le point. Et en vrai, drôle de mood quand même parce que du coup, maintenant que vous avez vu la photo, vous captez. Mais moi, j'ai dormi avec Paul Barcelone, le journaliste de France Info, dans la couchette. Et
T'es dire, à côté. on en est fait. devenu du coup assez copains avec Paul parce qu'il n'y a pas le choix en fait. T'es vraiment dans une forme d'intimité assez Ah ouais, hardcore. Ouais, clairement. Mais en même temps, moi, je suis content d'avoir vécu ce genre de choses parce que ce que Max a vécu avec Alexandra, ce que moi j'ai vécu avec Igor, j'aurais jamais pu le faire autrement. En fait, j'aurais jamais croisé ces gens-là. Si on avait été dans la même couchette, on n'aurait jamais pu parler avec ces gens-là. Ouais. Et en fait, il finit par petit à petit se confier et commencer à parler. Et je l'arrêtais plus en fait. Il était tout le temps en train de parler. Max disait tout à l'heure que le train passe la frontière et il s'arrête pendant, je sais pas, 1 heure. Parce qu'en fait, t'as l'armée ukrainienne qui monte dans le train pour récupérer nos passeports. Tu le fais très bien, tu peux le faire. En fait, le train s'arrête et là, tu vois un peu le quai à travers les vitres qui sont mal scotchées. Tu te dis, bah là, Pourquoi sont scotchés les vitres? Pour au cas où il y a une explosion, que le souffle ne brise pas les vitres en 1000 morceaux et que nous, on se les prenne pas dans les yeux. Ça fout un peu le mood déjà. Voilà. Bah, c'était Non, mais pour vous une des expliquer un peu. inquiétudes qu'on avait avant de partir, quoi. C'est de se prendre une bombe. C'est de se prendre une bombe, forcément. Et donc, on essaie de négocier avec Igor pour échanger de couchettes. Ah oui, et il fait un aller-retour. Il dit non, je suis pas trop envie et tout. Il fait un aller-retour d'un coup et il fait non, mais c'est mort, il y a une femme, moi j'échange pas, il y a une femme. Ça, c'est plutôt pour nous deux. C'est plutôt, voilà, c'est ça. Ce son, pour moi, il fait référence à un moment du reportage que vous avez certainement vu, qui est, moi, ma dernière nuit en Moldavie, la nuit que je passe à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis en train de prendre ma douche, je laisse ma caméra allumée sur mon lit, je prends une douche et j'entends ça. Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Est-ce que tu peux me traduire ce que vient de dire ce monsieur ? Attention, alerte bombardement aérien. Allez au Shelter. Au shelter, comment dire, un shelter, Un basement, une protection, cave, un cave. ouais, un une truc. cave, quelque chose de sous Un terre abri. au plus vite. Faites pas de dinguerie. Si vous prenez pour des fous, c'est ce qui va vous perdre en fait. Ouais, your overconfidence is your weakness. Moi, ça m'a marqué cette phrase et j'associerai désormais toujours cette phrase à ce son. On est en train d'avoir un fast time dans ma chambre d'hôtel. Ça coupe en plein milieu. Je me dis, bon, les gars sont en plein milieu de l'Ukraine. Si tu veux, c'est normal que ça coupe, même si on avait des forfaits sur place, etc., tous les deux, et on était tout le temps en contact. C'est normal que ça coupe. Quoi ? Non, mais je sais pas, j'ai eu 150 € d'heure forfait. Ah ouais ? Ouais, Je c'était énorme. savais pas. Ouais, énorme. Ouais. mais du coup, on est en fast time, ça coupe, et je me dis, bah, c'est pas grave, je prends ma douche. Je prends ma douche, et là, j'entends ça. Et la raison étant, moi, j'étais en Moldavie, j'étais à Chisinau, donc j'étais pas flippé du tout. Mais j'entends une alerte aérienne dans la région de Kiev, parce que j'étais branché sur Kiev, parce que en attendant d'être en Ukraine, je me suis branché sur ma propre géolocalisation, mais pour avoir la protection de l'application nationale ukrainienne anti-raid aérien. Mais par contre, quand vous étiez en Ukraine et que moi je n'y étais pas encore, j'étais branché sur votre localisation, un peu comme un papa en mode genre je fais gaffe à mes enfants, tu vois. Enfin, vous n'étiez pas mes enfants, c'est hyper paternaliste ce que j'ai dit. Non, Mais tu captes ce que je veux dire. Genre mes potos sont dans le train, je dois faire gaffe. Et j'entends ça et le fast time vient de couper. Toi, tu étais dans le train, connecté à Internet. Toi, tu dormais quand il y a eu cette première alerte ? On n'était plus ensemble. On n'était plus ensemble déjà. En fait, on était déjà couchés. Donc, tu n'as pas reçu la notif, toi ? Moi, j'avais pas mis l'application. Ok. Ouais. Du tout. Mais je sais que T'as Max eu a raison. passé. Et moi, alors, contrairement à Max, moi, j'ai plutôt bien dormi parce que le bruit du train qu'on entend, au bout d'un moment, il est un peu berçant. C'est quand même bizarre de le entendre, mais c'est un peu berçant. Et moi, j'avais boule caisse en plus de ça. Voilà. Alors, Max, il avait les alarmes, pas de boule caisse. Et je pense que ça l'a pas beaucoup bercé. Et Alexandra qui ronflait. Et Alexandra qui ronflait. Faut le dire. Mais en effet, en gros, avant de partir, tout le monde nous avait dit téléchargez cette appli, Air Alert, vous aurez des alertes dès qu'il y a un bombardement, etc. Et en fait, ce soir-là, il y a eu 3 bombardements en tout sur tout le pays. C'est-à-dire que tout le pays était en alerte, donc nous aussi dans le train. Ça arrive, hein. C'était assez fréquent d'ailleurs. Ouais, c'est assez fréquent. C'est assez fréquent, mais nous, c'est la première fois qu'on le vit, donc on se pose des questions. Et en fait, habituellement, tu fais ce que le gars te dit, c'est-à-dire que tu vas dans un abri et enfin, nous, dans notre tête, on s'est dit, on ira dans un abri si jamais il y a une alerte. Sauf que là, on est dans un train en plein milieu de la nuit, en plein milieu de l'Ukraine, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu peux pas trop aller sous le sol. Tu peux pas sortir, tu peux rien faire.
Et ce qui a été assez anxiogène, c'est que beaucoup de gens dans ce train avaient cette appli. Et donc, à l'unisson, tout le monde en même temps, en plein milieu de la nuit, ça réveille tout le monde, t'entends cette sirène un peu atroce, mais personne ne dit rien parce qu'évidemment, tout le monde est flippé. Et à ce moment-là, voilà. Tu sais, il est 3h du mat, t'entends ça, t'es dans un train, tu vois pas Attention. l'extérieur. Air raid Enfin, alert. voilà. Proceed to the C'est quand même assez flippant. Et moi, je reçois ça et c'est vrai que j'avais plus de connexion. Au bout d'un moment, on arrive à se reparler. Et je crois que c'est le moment où moi, j'ai été le plus flippé parce que vraiment, il était tard, on n'avait pas dormi, on était fatigué, on était au milieu de l'Ukraine. On reçoit ces alertes et là, je me dis, OK, on est vraiment parti dans une aventure inédite. Et au final, on a échappé évidemment au bombardement. Moi, je t'ai tenu au courant en fait assez rapidement. J'ai retrouvé la connexion. Tu m'as envoyé un petit message. Tout Oui, va bien. je t'ai envoyé. Tu as reçu la même notif que moi. Tu m'as dit oui. Et tu m'as dit, mais ça va, Ouais. on va dormir. Et en fait, je pense que vu que c'était une première fois pour nous, on était assez inquiets. Mais en fait, quand tu regardais autour, les gens s'affolaient pas tant que ça. Les journalistes américains s'en foutaient complètement. Enfin, en fait, on a vite compris que les gens habitués, ils les prenaient pas à la légère, mais voilà, ils s'arrêtaient pas de vivre dès qu'ils entendaient l'alarme. En fait, il faut aussi expliquer qu'il y a une saisonnalité dans cette guerre. Oui, Je peux dire ça comme ça ? C'est-à-dire que la saison des bombardements, pour le dire ainsi, c'est hyper glauque, hein, dit comme ça, mais au moins tout le monde comprend ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y a des moments où c'est chaud, il y a des moments où c'est pas chaud. Là, on était dans un moment plutôt creux, pas du tout dans la région de Bakhmout, parce qu'en fait, il y a ce journaliste de l'AFP français qui a été tué dans un bombardement, Arman Soldin, qui a été tué. Bon, alors, lui était vraiment plus à l'aise que nous, mais il a été tué, donc il y avait quand même un danger. bien sûr. Et puis, il y avait déjà eu un journaliste de BFM de buté, etc. Donc, il y avait quand même on était dans une ambiance. Mais Kiev était relativement protégé. Odessa était bombardée. Ça, c'était le cas. Kiev n'avait pas reçu de bombardement meurtrier depuis longtemps, ce qui n'est plus le cas depuis tristement 2 semaines après qu'on soit revenu en France, où on a reçu des images d'Ukrainiens qui sont retournés dans les métros. Parce que, bon, il y a quand même des gens qui allaient dans les shelters à chaque alarme de bombardement, mais globalement, la ville ne se réfugiait pas sous terre. Il se trouve que c'est devenu de plus en plus dangereux. Et depuis quelques semaines, on est vraiment parti à la fin de la saison du creux. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui a été le plus sensationnel dans ce voyage, le plus impressionnant que tu aies vu? Alors, Louis, c'est à toi que s'adresse Juliette. Merci Juliette pour cette question. Comme ça qu'on fait à la radio. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur place ? Là, on va dire que dans notre chronologie, on est arrivé. Moi, je suis à Odessa. Vous êtes à Kiev. Mais de manière générale, sur l'entièreté du voyage, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur place ? Moi, j'ai 2 trucs. Vas-y. C'est le trajet aller en train. Clairement, c'était ça. La rencontre avec Igor et de la nuit au réveil, tout ça. Et ensuite, c'est la vie qu'il y a à Kiev, en fait. Sa vie comme une capitale qui... En fait, on n'a pas l'impression que c'est la guerre là-bas. Tout le monde va dans les bars le soir quand on a mangé avec Dana. En fait, on était dans un endroit où on a dû attendre parce qu'il y avait trop de monde. Sa vie de ouf. C'est une super belle ville. Là, quand on y était, et je pense qu'en temps de paix, ça l'est aussi. Et moi, c'est vraiment ces 2 choses-là. Moi, ce qui m'a quand même vraiment marqué, c'est que toutes les personnes qu'on a rencontrées avaient un lien direct avec la guerre. Un frère, un fils, quelqu'un de mort, une maison détruite, etc. Et parfois, on pouvait être déconnecté de la réalité parce que tu l'as dit, dans Kiev, franchement, on aurait pu se croire à Berlin ou à Prague. Ouais. Il y avait certains moments où la guerre, tu l'oubliais complètement. Les gens sortaient, les gens allaient au musée, au supermarché, etc. Mais tu avais toujours quelque chose pour te ramener à la réalité. C'était une affiche de propagande d'un militaire, des gens qui faisaient des récoltes de fonds dans la rue, des drapeaux ukrainiens partout, des drapeaux européens partout, alors qu'ils ne sont pas dans l'Europe. Hein. Et moi, ce qui m'a frappé vraiment, c'est même, j'ai envie de dire, leur sens de l'humour, leur ironie. Parce que on en parlait tout à l'heure sur l'alarme contre les raids aériens, c'est-à-dire que dès que c'est terminé, ils disent que la force est avec vous. Il y avait des papiers toilettes avec la tête de Poutine dessus. C'est très cynique. Voilà, exactement. Et Dana nous expliquait
que justement pendant 6 mois ils se sont arrêtés de vivre complètement parce qu'ils pensaient que ça allait passer et voilà, ils se réfugiaient, etc. Et puis en fait, petit à petit, quand ils ont compris que ça allait s'éterniser, ils se sont dit bon, on peut pas rester vivre comme ça et on va juste continuer de vivre quoi qu'il arrive, tant pis, on y va. Et pour le coup, le mot YOLO, ben, ça s'applique vraiment Un peu comme le Covid, quoi. un peu comme le Covid, exactement. Toi, c'est quoi qui t'a le plus Moi, ce qui m'a le plus marqué, tout ce que vous avez dit est très juste. Donc, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Les alertes, la normalité de la ville, c'est des choses que je raconte beaucoup déjà quand je raconte mon expérience à des proches. La première bière qu'on a pris ensemble le soir, ça c'était fou. On a trinqué, on aura une anecdote là-dessus plus tard. Non, moi le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en train de vivre une petite histoire d'amour assez passionnelle. Et pardon. Si, c'est bien, vas-y. Bref, et sur la place Maïdan, il y a plein de petits drapeaux ukrainiens. Et la première fois que je passe devant, il y a une femme qui a mon âge, 23, 24 ans. Elle s'assoit, elle s'agenouille, elle plante un petit drapeau ukrainien dans le sol et elle met une photo d'elle et de son amoureux. Ça m'a vraiment bouleversé parce que cette jeune femme, elle mettait une photo d'elle et de son petit copain qui était mort au combat, puisqu'elle plantait ce petit drapeau, qui était un hommage aux victimes. Et c'était... moi, ça m'a bouleversé, parce que je me suis dit projeté. J'ai été pris d'empathie pour cette jeune femme qui venait de perdre son amoureux. Et on se ressemblait beaucoup, quoi. On parlait pas forcément la même langue, puisque tu disais, Louis, les Ukrainiens parlent assez mal anglais. Mais je pensais à la fille que je voyais à ce moment-là, et je me disais, putain, mais là, demain, si je perdais un proche, mon amoureuse, mon amoureux au front, comment je continuerais à vivre, quoi. C'est terrible. Et puis c'est ça, en fait, qui est un peu perturbant dans cette ville, c'est que tout reprend. Les bars reprennent, le commerce reprend, l'économie du pays reprend. Mais en réalité, en fait, il y a, comme sur la place Maïdan, énormément d'endroits où il y a des hommages. Et la réalité, en fait, finalement, on croise finalement pas tant d'hommes que ça dans la ville. On en croise, ce serait faux de dire le contraire. Mais il y a quand même un mood particulier et surtout cette immensité de petits drapeaux. Et ce que tu racontes, en fait, c'est la réalité qui nous touche. Dana, elle disait qu'elle avait toute sa famille, en fait, une grande partie de sa famille qui était dans l'armée de l'air, ses cousins, son conjoint, je crois, je sais plus, qui était pareil, en fait, sur le front, quoi. Donc sa vie, ça reprend, mais la réalité, c'est que ces gens qui nous ressemblent, qui sont de la même génération, ils n'ont pas du tout la même vie que nous, surtout en temps de guerre, parce que, comme tu dis, ils perdent des proches qui sont en combat. Quand tu marches d'ailleurs dans les rues de Kiev, moi, ce qui m'a frappé, c'est ces petits drapeaux, c'est aussi ces visages de jeunes hommes sur des murs bleus. Enfin, moi, c'est ce qui m'a marqué. D'ailleurs, je dis jeunes hommes. Il faut arrêter. Des hommes, des femmes. Assez peu de femmes. Hein. Enfin, soyons honnêtes. Peut-être sur 80 portraits d'hommes affichés, il y a 3 femmes. Reste que moi, ça m'a questionné aussi sur ma capacité un jour de me battre si jamais un jour la guerre arrive chez nous. C'est des questions que je me suis posées quand j'avais 14 ans en lisant Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Et je me suis dit, putain, si j'étais Bardamu, est-ce que je serais allé combattre les Boches et la vérité, c'est que pas sûr du tout. Enfin, je crois même plutôt pas. Moi, mon réflexe naturel, c'est de dire oui, absolument. J'irai quoi qu'il arrive et par sens du devoir, etc. Maintenant. Tu tuerais pour une guerre dans laquelle tu n'as aucune prise. Si demain la France rentre en guerre et qu'on est mobilisé, ouais, j'irai au front. Sur décision d'Emmanuel Macron. Ouais. Ok. Pas parce que j'aime Emmanuel Macron. Dis-le, t'es un macroniste. Mais par sens du devoir. Et en même temps, c'est tellement facile de dire ça là, niché dans notre petit 11e, etc. Mais ouais, je sais pas. D'instinct, tout de suite, ce qui me vient, c'est ouais, j'irai. Tu vois, si demain on nous attaque pour des ressources, pour du pétrole ou je sais pas quoi, on n'en a pas, mais enfin voilà. Évidemment, là, la question se pose. Si demain, il y a un pays qui vient de dire bah non, la France, elle n'existe pas, c'est faux, etc. Bah si, enfin. On va voir s'il n'existe pas. Voilà, on va voir. Ah oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et vous m'avez un peu. C'est bon, t'en es ? J'en suis, les gars.
J'en suis. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que tu as raison. C'est une guerre qui est multiple. D'ailleurs, c'est l'angle de ce reportage. La guerre économique, celle qu'on ne voit pas, enfin qu'on ne voit pas, celle qu'on subit, même en européen, sur une facture d'électricité, d'énergie, Supermarché. au supermarché, sur des prix de Matières première premières. consommation. La cyberwar, la guerre d'information, La guerre d'épuisement, la guerre de propagande, tous ces trucs-là. celle qui se passe en effet en ligne. Et d'ailleurs, vous avez interviewé des gens extraordinaires que Max, toi, tu as trouvé. Et Max et Dana ont fait un travail formidable. Dana, qui était notre fixeuse. Bonjour à toi, Dana, si tu nous regardes. Et la troisième guerre, qui est la guerre identitaire, dont tu parlais, qui est cette guerre, justement, où Poutine essaye d'effacer cette identité ukrainienne pour pouvoir légitimer ce conflit. Avec, évidemment, il ne s'appuie pas sur rien non plus. Cette identité ukrainienne qui est morcelée, qui est fracturée, avec des référendums en Crimée, avec fait, c'est la ce qui base. se passe dans le Donbass. Voilà. C'est la source du conflit. Et tu le disais, les Ukrainiens, ils sont aussi un petit peu russes par leur culture. Beaucoup sont russophones à la base. Ils parlent même pas ukrainien, c'est-à-dire qu'ils se mettent à apprendre l'ukrainien, etc. Et je ne me souviens plus qui nous a raconté ça, mais Ouais, je sais plus. une personne nous a dit le premier russe qu'il a fallu qu'on tue, c'était le russe qu'on avait en nous. Et en fait, ça montre vraiment la fracture identitaire qui doit exister chez ces gens-là. Les gens qui habitaient dans les villes parlaient russe, les gens qui étaient en campagne parlaient ukrainien, et ça, c'est un héritage de l'URSS, on en parle dans le documentaire, etc. Mais c'est quand même dingue de se dire, d'entendre cette phrase-là de le premier russe qu'il a fallu tuer, c'était celui qu'on avait en nous. Il y a des familles qui sont déchirées. La Nika, la hackeuse qu'on a interviewée, elle avait de la famille en Russie, aujourd'hui elle ne parle plus du tout. Enfin, ça déchire. Il y avait aussi des gens qui, du coup, parlaient russe, comme tu dis, et qui ont totalement arrêté de parler russe pour ne revenir qu'à l'ukrainien. J'avoue, c'est pour introduire une anecdote personnelle. On finit notre repas avec Dana. Elle nous fait un petit tour de là où on était dans Kiev, donc on passe à côté de plein de monuments. Il y a beaucoup de gens dehors. On arrive à rentrer largement avant le couvre-feu. Je crois 1 heure avant le couvre-feu. Oui, il y a un On arrive à couvre-feu, on l'a pas trop dit, Oui, d'ailleurs, c'est dans vrai. le documentaire, ni ici. Ouais. Il y a un couvre-feu de 23h à 5h. Minuit 5h, l'hôtel. Je crois 23h, que c'est ça. 5h. Je crois que c'est 23h. Moi, je sais plus. 5h. 23h à 5h. On arrive et en fait, on avait passé la journée complète à Kiev sans Gaspard. On faisait, je peux le dire ça. Ah oui, tu Ouais, peux ouais. totalement le dire. On faisait toutes les interviews, etc. On était avec Max en binôme, et avec Dana aussi pour la plupart. On arrive à l'hôtel, on attend dans le hall de l'hôtel, et là, Gaspard arrive avec le ministre. Et t'avais pas filmé d'ailleurs ce moment-là où tu nous rejoins? Je crois pas. Non, je crois pas. Bon, en tout cas, on se retrouve là. On est content de se voir. On est content de se voir parce que du coup, Ouais. il s'est quand même passé beaucoup de choses en peu de temps. Et pour tout le monde, je pense que c'était c'est un vrai voyage, quoi. Moi, j'ai passé la première journée à Odessa. Vous avez passé la première journée à Kiev. En Ouais. effet, en faisant les interviews avec différentes personnes sur le terrain et qui sont passionnantes et qui permettent de rythmer justement le documentaire Ouais. avec des Ukrainiens qui réagissent de la société civile très largement. Et puis, du coup, je vous rejoins. Et moi, j'avais passé la journée à Odessa, Ouais. donc le port marchand d'Odessa. Là-bas, j'avais chopé une interview. J'avais réussi à filmer aussi le port, qui était hyper importante pour justement illustrer cette partie économique du documentaire et de l'importance de l'import-export dans la région du sud-ouest de l'Ukraine. Et puis, pour aller à Odessa jusqu'à Kiev, du coup, on a fait 6 heures de voiture blindée avec la délégation, avec le ministre, avec les agents du GIGN. Et ça, c'était aussi hyper impressionnant de voyager dans une voiture blindée. On était avec des énormes Tchétchènes qui conduisaient la bagnole et qui passaient de la grosse musique hard metal alors que t'avais un... C'est le meilleur Blablacar en fait. C'était avec Clément Beaune derrière, tu sais. Et le mec était à fond. Ouais, enfin, bref, c'était assez énorme. Et voilà, et bref. Et du coup, on fait 6 heures de bagnole où j'ai bien pioncé et j'ai lu la BD de Jean-Marc Jancovici que j'interviewais 3 jours après. Ah oui, c'est vrai. Quel drôle de vie. Et j'arrive du coup à Kiev le soir. Je sais pas, il est 21h. On se retrouve dans le hall de l'hôtel. Il est plus tard. Il est Ouais, beaucoup plus tard. Il est au moins 23h 23 passées heures. en fait. Bon, entre on va dire 22 et 23. Ok, il est très tard dans On la- se retrouve et c'est la première fois qu'on se revoit du coup depuis en tout cas pour moi Depuis la bière. Nous deux. Non, on vous s'était avez revu fait parce qu'on avait fait une le samedi. session de Ah oui, pardon. etc. Ouais. Mais on se revoit là et puis surtout après tout ce qui s'est passé chacun de nos côtés et tout, donc c'est marrant parce que c'est là qu'on se retrouve dans le hall. On fait un petit débrief, parce que toi tu découvres l'hôtel aussi dans lequel nous on était arrivé le matin. Et puis ensuite on se retrouve sur le rooftop de l'hôtel pour
Du coup, Décompresser et boire un coup. pour boire un coup. Pour boire un coup. Et donc, je sais pas, vous avez pris quoi vous avez pris des bières? Que des bières. Moi, Heineken, je crois que j'ai pris une eau gazeuse. Mais tu sais que je suis en train de créer une espèce de tension, mais si les gens ont vu le reportage, Oui, ils le ils savent. connaissent très bien l'anecdote, ils la voient venir. Bref, voilà, et sans surprise, pourquoi ce sound design-là? Je vais vous prendre un Moscow Mule, s'il vous plaît, et 2 bières, du coup. Et en fait, connard que je suis, abruti que je suis, avec mes 2 heures de sommeil de la nuit passée, j'ai complètement dérapé. J'ai demandé mon cocktail préféré, un Moscow Mule. Et évidemment, Moscow, si vous parlez mal anglais comme nos amis ukrainiens, ça veut dire Moscou, qui est la capitale de la Russie, le pays qui est en train d'envahir. Si vous voulez, c'est un peu comme demander un Berlin Mule en plein pendant l'occupation à Paris. C'était pas la meilleure décision que j'ai prise du voyage. Non, mais c'était assez marrant parce qu'en fait, on était vraiment fatigués et je me souviens très bien de cette scène. On était au bar et même le bar fermé, donc on était en mode bon, faut qu'on se dépêche et tout. Et toi, tu dis bon, allez, qui veut quoi? Allez, un Moscow Mule. Et moi, là, je me souviens, j'étais pris vraiment en mode mais MDR, genre je me suis tapé une grosse barre et t'es en mode quoi? Et j'étais en mode bah non. Et il fait oh putain, je suis trop con. Et là, de retrouver un peu une petite connerie un peu légère malgré tout. Marrant, ouais. Ça a fait retomber aussi la pression et moi je regarde un très bon souvenir de cette petite maladresse parce que en fait voilà, ça a complètement dédramatisé le truc et c'était assez rigolo. Le barman n'a pas été trop offensé, ça a été, et ton Kiev Mule était délicieux. Donc J'ai pris un Kiev Mule. ça a sauvé la soirée. Et c'était particulièrement bon. C'est la même recette que le Moscow Mule. Ils ont juste changé le nom, vraiment. Orelsan a fait pas mal de clips en Ukraine. Ouais. Et je trouve que pour le coup, c'était ma première expérience pop culture avec l'Ukraine. Vachement bien. De, Sur le pont et tout là, non? Bah, il y a Basic qui a été Ouais. tourné sur un pont ukrainien. Ce pont qui a été bombardé d'ailleurs Ah pendant ouais le conflit. Ouais, pour info. Le pont de Basic d'Orelsan. Basic, ouais, simple, Basic. Ouais. Et que ce truc, ce clip d'ailleurs, enfin ce pont plutôt, qui a été utilisé pour plein d'autres clips Ouais. musicaux. Et il y a aussi Tout va bien, qui est tourné dans une zone, c'est typique des zones un peu classe populaire ukrainienne, quoi. Kiev en tant que ville est magnifique. C'est une ville qui est extraordinaire. Je me sens assez proche finalement des habitants de Kiev. Je connais pas le gentillet de la ville, mais beaucoup plus que des Polonais, tu vois. Enfin, je sais pas. Enfin, je trouve c'était pas du tout ambiance bavaroise, tu vois. On peut s'imaginer un peu ça avec nos amis, nos voisins de l'Est. Et en l'occurrence, pas du tout. Et chaque Ukrainienne que j'ai rencontré, je me suis senti assez proche de lui finalement. Si demain, je vous propose de repartir, est-ce que vous repartez? Oui. En Ukraine? Oui. En Afghanistan? Oui. Ah pas immédiat la réaction. Ouais, ça dépend. Afghanistan, c'est encore un autre délire. Simon l'a fait. D'ailleurs, c'est un des premiers épisodes que j'ai tourné de ce podcast avant que ça ne devienne ce que c'est devenu. Et c'est très bien la manière dont ça s'est fait, mais ça a pris 1 an à accoucher de ce truc qui est PS. Donc je suis très content de pouvoir sortir ce premier épisode. Mais on avait fait un épisode pilote avec Simon Puech qui était venu de Bordeaux pour moi. Et j'ai jamais sorti l'épisode. Attends, c'est peut-être l'occasion. Simon, je suis désolé, mon ami, j'aurais dû sortir cet épisode qu'on a enregistré ensemble de ce podcast où tu m'apprenais un petit peu de ton expérience en Ukraine et en Afghanistan. D'un autre côté, je suis plutôt persuadé que c'est cette discussion ensemble qu'on a enregistrée dans la pièce à côté. Dans ma chambre, qui a fait que ça m'a donné envie de partir, donné envie de proposer à Maxime, de donner envie de proposer à Louis. Simon, merci. Ça va, c'est des excuses acceptées normalement. C'était hyper sobre en plus, donc c'est super. Ah, hyper sobre, c'est ce que je me disais. Simple. Ouais, efficace. Ouais. Un texto aurait suffi? Dites-le moi. Non, ça c'était bien. C'était bien. Ok. Donc l'Afghanistan, pas sûr. Non. Non, mais c'est vrai, moi non plus, je suis pas sûr. Mais par contre, ça m'a donné envie de ressortir de ma zone de confort pour pouvoir faire du long. C'était la première fois qu'on produisait en 55 minutes. Sur par le passé, on est encore dans la post-prod, et alors on produit ce truc-là. On en est où, tiens, juste pour situer un peu. Les amis, on est 1 mois à peu près après notre tour. On est le 5 juin 2023 et on est encore en post-prod. Ça devrait sortir fin juin. Le 25 juin. La date est dite. De toute façon, ça sortira. Le podcast sort quand voilà, le documentaire est prêt. Donc si tu veux, ça va, pas trop de stress. ça avance. Inch'Allah.
Pour clôturer cet épisode de ce premier podcast qui s'appelle PS, PS qui veut dire Post-scriptum. ou qui veut dire Parti socialiste. ou qui veut dire Parti. Toi, ou qui veut dire toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de se raconter. Ok. Qu'est-ce que tu n'as pas eu le temps de me dire? C'est quoi ton PS, Louis? Qu'est-ce que tu n'as pas eu le temps de dire sur ce reportage en Ukraine? Que j'ai Qu'est-ce- beaucoup inquiété ma mère. C'est plutôt ça. Tu voulais pas qu'on en reparle d'ailleurs de ça Bah si, justement. Parlons des mamans. Merci d'en parler. C'est la fête des mères hier. Ok, vous avez tous un papa et une maman? Oui. Non. Si. Waouh. On annule, on annule. Ouais, j'ai bien fait de poser la question. Non, donc Si, vous avez si, tous si. un papa et une maman. Non, mais c'est pas le cas Oui. de tout le monde, donc c'est important de le dire. Un papa, une maman. Quelle manif pour tous. Un papa et une maman, sinon rien. Un papa et une maman. Mon père était au courant. Ouais. J'avais dit à mon père, ne le dis ni à ma soeur, ni à ma mère. Hyper Ah ouais, sexiste comme carrément. manière de faire. Mon frère et mon père savaient, et ma mère et ma soeur ne savaient pas, et j'ai bloqué ma soeur de mes stories. Très peu efficace. Ah, elle l'a vu? Bah oui, parce que à un moment donné, j'ai mis une story et une de sa meilleures potes fait putain, Ah oui. ton frère est en Ukraine, évidemment. Ma mère ne l'a pas su, et voilà. Vous, vos parents savaient? Ouais, moi tout le monde était au courant. Et alors? Ben, Ils ont dormi relation de. Bah, il faudrait que eux en parlent, mais moi je me suis dit relation de confiance du début à la fin. Je leur donne les infos, je les tiens au courant de ce que je sais, ce que je vais faire. Dans tous les cas, j'irai. Donc, acceptez-le, ne l'acceptez pas. Et je pense que ça a été compliqué pour eux parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas bien, nous, en tant qu'Européens central. Mais ça s'est fait correctement. Je crois que tous mes grands-parents n'étaient pas au courant, par contre. Et ils l'ont su quand je suis rentré. Ils étaient tous un peu surpris. Mais oui, ils étaient au courant. La plupart du temps. Toi Juste, elle a dit quoi, ça, ta mère, quand elle l'a su, quand elle a fini par Elle le devait savoir? pas être très contente. T'étais quand rentré même. déjà, non? Franchement, moi je connais ma daronne, je sais comment ça fonctionne. C'est beaucoup dans l'émotion tout de suite, d'un coup, d'un seul. Par contre, tu laisses passer un peu d'eau sous les ponts et c'est bon. Ok. Et en fait, du coup, je l'ai pas eu je l'ai pas eu à mon retour exactement. Elle l'a su tout de suite à mon retour. Je l'ai pas eu au téléphone avant 3 semaines. Et ensuite, je l'ai eu au téléphone 3 semaines après. Et elle m'a fait ah d'ailleurs, oui, moi je suis pas très contente. Enfin bon. Et puis en fait, on est passé à autre chose. Toi? Moi, j'étais à fond derrière. Vraiment, il n'y a pas eu de sujet. Ils T'es m'ont pas même- inquiet? Je pense qu'ils étaient inquiets. Ma mère devait être un petit peu inquiète. Même elle l'était, ma grand-mère aussi. Mais en fait, juste avant de partir, c'était l'anniversaire de ma mère et ma grand-mère. Donc je suis rentré chez moi et on en a parlé. Ouais, on en a un peu parlé. Mais pareil, confiance. Elle savait que j'allais faire un truc que j'aimais faire profondément. Et ils m'ont laissé voler. C'est quoi ton PS, toi? PS, peut-être penser à Arman Soldin et Frédéric Leclerimoff qui ont perdu la vie sur le front. Donc là, nous, on n'a pas été, mais ils sont deux journalistes français voilà, morts dans leur mission de travail, de rapporter des images, de rapporter de l'information. Et je pense que dans le contexte de cette guerre, qui en plus est la première guerre, on va dire, à l'heure de TikTok, de la désinformation, etc., jouent un rôle, les journalistes sur place et encore plus sur les zones de guerre jouent un rôle mais tellement important et voilà, et certains en payent avec le prix de leur vie, donc PS, rendons leur hommage. C'est dur de faire mieux. C'est dur de faire mieux après ça. Oui, évidemment, on pense à eux, on pense à leur famille et à leurs proches. PS, moi, ce sera mon PS à moi, ce sera. J'étais super content de le faire avec vous, les gars. C'était important pour moi de faire ce reportage, de produire ce truc-là. Je crois qu'on a raconté pas mal les coulisses ce soir, tant sur le plan pécunier, parce que c'est con à dire, mais oui, ça coûte de l'argent. En vrai, je sais pas si les gens me prennent pour un multimillionnaire ou quoi, mais en vrai, ça m'a coûté pas mal d'argent de produire ce truc-là. Je suis super fier de l'avoir fait avec vous. Je suis super content de vous avoir demandé. Ça m'aurait fait chier que ce soit quelqu'un d'autre que vous deux. Non pas que les autres auraient été moins bien, mais parce que voilà, on est amis. Enfin, moi, vous êtes deux de mes super amis dans la vraie vie. Et en plus de ça, on travaille divinement bien ensemble. Et en plus de ça, j'ai le sentiment qu'on a pu délivrer aussi un regard qui est le nôtre dans une guerre, tu le disais, où la désinformation fait rage, où parfois même il y a des jeunes, moi en soirée, qui me parlent de tout ça, ils font « Ah putain, t'es allé en Ukraine ?» Non, parce que j'ai vu que Vladimir Poutine, en vrai, il s'était quand même pris 3 tentatives d'assassinat, lui il dit que c'est des nazis, est-ce que t'as trouvé que les Ukrainiens étaient des nazis ? Enfin, il s'agit de ça. Et du coup, on est allé au cœur de l'actualité. On a pondu un 55 minutes, une chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude de produire. Le grand max qu'on a produit ensemble, puisqu'on produit depuis 1 an ensemble, c'est 32 minutes. Et du coup, j'étais super fier qu'on ait pu produire ce truc-là, qui est
encore en prod, mais qui est quand même bien avancé, il faut bien le dire. Moi, j'ai vu l'ours et c'est chiant, mais j'ai trop hâte que vous découvriez ça. Puis, allez, je m'ajoute un petit PS2 en bas de note parce que ce sont des choses qui se font. Ce format revient à la rentrée, en mensuel, je l'espère. Et j'espère que ce n'était pas la dernière fois que je vous recevais sur ce podcast. Merci les amis d'avoir accepté d'avoir participé à cette première Merci émission. pour la confiance. Et puis, peut-être un mot de la fin. Let's get it. Merci à tous. Ciao. Pardon. Toi, je te laisse le mot de la fin. Non, je vais rien dire, mais je croyais que t'allais le. Je me suis dit, alors on va entendre dire drinks. Pas du tout. Je l'avais pas. Sorti en plus. Ah, je l'avais pas du tout. C'est parti.